Ne pas toujours être derrière lui, à lui dire viens, assieds-toi avec nous, pourquoi tu t'assois pas avec nous, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Mais c'est difficile de pas dire ça à son enfant quand tu le vois tout le temps aussi sur son téléphone et qu'il est jamais avec toi, quoi. Oui, et puisqu'il passe des heures sur le téléphone, donc ça serait intéressant aux parents, si lui aussi a un téléphone, d'envoyer un WhatsApp à l'adolescent, viens, s'il te plaît, je t'attends au salon. Salut les no-chics, bienvenue à Mindful Moment, votre podcast sur la santé mentale. Aujourd'hui, on parle de jeûne et de thérapie. Est-ce qu'on ose davantage consulter aujourd'hui? Quels sont les tabous qu'il reste? Et comment faire pour faire bouger les lignes? Donc, je suis avec Laetitia aujourd'hui. Salut Laetitia. Salut, ça va? Ça va? Est-ce que tu peux te présenter pour notre auditoire? Oui, alors je suis Laetitia Malkoul, psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'ai fait mes études à Beyrouth et j'ai fait mon master à Bordeaux en France. Je suis de formation analytique. Donc l'analytique, c'est le fait de rentrer dans le passé du patient, de la personne, pour un peu plus comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi le patient aujourd'hui n'arrive pas à peut-être sortir de son mal-être, n'arrive pas à accepter pas mal de choses. Donc peut-être que voilà, il est bloqué dans son passé, il a des traumatismes et à nous d'aller chercher un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe avec lui aujourd'hui. Est-ce que toutes les thérapies sont pas analytiques au final parce qu'on cherche à chaque fois dans le passé ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a d'autres thérapies. Il y a la thérapie cognitive et comportementale. Il y a la thérapie dynamique. Il y a plusieurs autres thérapies. Donc, j'ai choisi l'analytique parce que je me sens le plus à l'aise dans ça. Mais la thérapie cognitive et comportementale est super répandue aujourd'hui, surtout aux États-Unis et au Canada. D'accord. Alors, ma première question sur notre sujet, ce serait, est-ce que tu as un constat que tu fais aujourd'hui chez les jeunes vis-à-vis de la thérapie? Alors aujourd'hui, je remarque qu'au cabinet et dans la pratique, que les jeunes et les adolescents sont souvent envoyés par l'école ou par leurs parents, parce qu'ils ont un trouble du comportement ou bien ils n'arrivent pas à s'exprimer ou bien ils sont seuls ou bien ils n'ont pas d'amis ou bien ils remarquent un comportement, différent de ce qu'ils peuvent, connaître en général. Donc les adolescents aujourd'hui, en clinique, sont, souvent peut-être victimes d'harcèlement, ou bien ils se scarifient parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc la scarification aussi, c'est une parole, c'est s'exprimer, c'est dire, «Regardez-moi, j'ai besoin d'aide». En général, les adolescents n'arrivent pas à s'exprimer à la maison, donc n'arrivent pas à raconter ce qu'ils ressentent, à leurs parents, et puis bon, c'est pas général, mais ça dépend, des problématiques. Donc certains adolescents se sentent jugés, voire la plupart, parce que c'est un peu la période, critique de l'être humain, Ouais. l'adolescence. Donc On dit qu'aujourd'hui, les adolescents de la nouvelle génération, c'est les plus stressés statistiquement de tout temps. Est-ce que tu remarques beaucoup plus de jeunes qui viennent te voir ou de parents qui viennent te voir à la clinique? alors oui, la plupart des adolescents aujourd'hui, ressentent, des angoisses, des peurs, et ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, surtout aussi parce qu'ils passent beaucoup trop de temps sur les réseaux. Donc les réseaux, sociaux, Instagram, TikTok, sont source, d'angoisse puisqu'ils doivent sentir qu'ils doivent performer leurs émotions. Donc se sentir toujours à la hauteur, se sentir toujours parfait par rapport à ce qu'ils peuvent voir, sur les vidéos, d'Instagram, sur les réseaux. C'est sûr, en plus, parce que, bon, nous, on n'est pas nés avec les réseaux, c'est venu plus tard quand on était ado. Donc, je trouve qu'on arrive à se détacher des réseaux. Mais les jeunes d'aujourd'hui de 15-16 ans, ils sont vraiment nés, il y avait déjà les réseaux. Donc, pour eux, c'est vraiment toute leur vie. Et je pense que c'est difficile pour eux de se détacher de ça. Alors oui, ils n'arrivent pas à se détacher. Voilà, ils se réveillent sur les réseaux, ils dorment sur les réseaux. Ils n'arrivent même plus à se concentrer. Donc on remarque beaucoup de manque de concentration, au niveau des études, et aussi parce qu'ils essayent de se comparer à ce qu'ils voient sur les réseaux par rapport à leur identité, qui ils sont, comment ils sont, surtout au niveau corporel. Heu, c'est vraiment, très critique, par Et rapport. très commun chez Oui. les patients. Oui, super commun chez les adolescents, chez les jeunes adultes.
Et voilà, donc par moment aussi, les réseaux n'aident pas l'adolescent à s'exprimer plus que ça. Donc ils vont s'exprimer par exemple à travers une vidéo qu'ils vont poster, mais derrière ça, ils restent silencieux. Et Alors que pourtant, ça sert à ça, les réseaux, ça sert à s'exprimer quelque part. C'est fait pour ça et pourtant, on arrive de moins en moins à s'exprimer dessus. On voilà. arrive plus à raconter une vie parfaite, mais quand il faut parler de ce qui va pas, c'est rare que tu vois sur les réseaux quelqu'un qui poste un moment tragique de sa vie, quoi. Exactement. Après, ils peuvent poster, par exemple, des phrases tristes, des vidéos tristes, mais ils ne vont pas parler d'eux-mêmes, de leurs émotions, parce qu'ils ne se comprennent pas, en fait. Ils ne savent pas qui ils sont. Et en général, ils préfèrent peut-être rester silencieux. Donc, ils sont à travers l'écran, c'est toujours plus facile. Et bon, lorsque je les reçois au cabinet, ils arrivent, ils sont tristes, ils sont silencieux, ils se connaissent pas. Donc, il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle David Le Breton, qui dit que le silence est peut-être une manière de crier et de vouloir attirer l'attention, en fait. Donc, lorsqu'ils sont silencieux, c'est que ils souffrent de l'intérieur, c'est le chaos, c'est la tempête. Ok. Est-ce qu'il y a un profil type d'adolescent que tu vois plus souvent venir? C'est-à-dire les introvertis ou bien même les extravertis qui en fait cachent quelque chose. Est-ce que tu pourrais dire, ah, si votre enfant est comme ça, comme ça, comme ça, faites attention. Alors, je reçois beaucoup d'introvertis. Donc, les extravertis ne viennent pas en séance puisque les parents voient qu'il est extraverti, qu'il est sociable. Donc, ils ne vont pas se douter qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a, mais je ne les vois pas en séance. Je vois plutôt des introvertis qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à parler. Et je remarque surtout ces derniers temps beaucoup d'adolescents qui se scarifient donc, sur le bras. Ils portent des chemises longues, des sweatshirts, ou pas qu'on les voit. Et en général, ils commencent à se scarifier, mais les parents ne détectent pas tout de suite. Et c'est après, quand c'est bien installé, que là, le parent détecte et que voilà, ça devient dramatique. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les responsabilités en fait de la société que toi tu verrais en fait? Pourquoi il y a tant de jeunes qui se scarifient? Pourquoi en fait on n'a pas libéré la parole? Pourtant on parle beaucoup de santé mentale, que ce soit sur les réseaux, même on en parle plus en famille, on en parle plus dans la société, mais on a l'impression que ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas vraiment délié les langues. Qu'est-ce que tu dirais qui en est la cause? Alors, ce n'est pas général, donc ce n'est pas dans toutes les familles, mais par exemple, certains adolescents ne se sentent pas écoutés. Ils se sentent plutôt jugés. Ou bien, même s'ils ne sont pas jugés, et peut-être que les parents ne font pas attention à leurs paroles lorsqu'ils parlent avec l'adolescent, parce que généralement, aujourd'hui, il y a le gentle parenting, donc c'est-à-dire savoir bien se comporter avec l'enfant, mais lorsqu'ils veulent trop faire et trop bien faire, c'est là que peut-être ils réussissent pas. Et en fait, l'adolescent se sent peut-être jugé, ou bien il sent qu'il doit plaire À son parent. à son parent, il doit plaire à la famille, il doit toujours plaire. Et c'est normal parce que c'est l'adolescence, en fait. On a envie de plaire, on a envie d'attirer l'attention, on a envie de se sentir aimé, accepté, validé, valorisé. Donc il y a tout ce qui rentre en jeu. Et surtout, si on n'est pas, si l'adolescent n'est pas unique, ou s'il a des frères et sœurs aussi, ça peut jouer. Il va se comparer aussi à ses amis, aux parents donc, de ses amis. Pourquoi tel parent accepte à tel adolescent de sortir, de faire, et que lui, ses parents n'acceptent pas. Donc, il va piquer une crise. Et en fait, l'adolescence, c'est une période très critique parce que elle fait en sorte que l'être humain, donc l'adolescent, a besoin de s'imposer. Donc, en général, le parent arrive en séance chez moi et me dit « je ne reconnais pas mon enfant ». Et en fait, c'est normal de ne pas reconnaître son enfant parce qu'il Il est en train de changer. évolue. Ouais. Et donc, lui-même, l'adolescent ne se connaît pas. Ouais. Il apprend à se connaître, il se découvre. Ouais, il est en train de construire son caractère, donc forcément, moi je me souviens de ce que je faisais quand j'étais ado. Enfin, voilà, j'aurais honte d'en parler aujourd'hui, quoi, parce que on fait des bêtises, des choses bêtes, juste pour pouvoir tester en fait. Exactement. Voir, ah non, ça j'aime pas ça. Exactement.
et puis pour tester ses parents aussi. Exactement. Jusqu'où je peux aller avant qu'il s'énerve, etc. Enfin, donc forcément. Exactement. Donc, les parents essayent de beaucoup trop comprendre, mais ils le font pas de la bonne manière. Donc, ils se disent, je veux comprendre mon enfant, mais à ma façon, et pas à la façon de mon enfant. Donc, il y a aussi un psychologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carl Rogers. Donc, il dit, vouloir trop comprendre, c'est vouloir trop interpréter. Et lorsqu'on interprète, il y a un jugement qui suit. Donc, l'enfant se sent peut-être par moments jugé, étouffé. Ouais, parce que bon, il y a deux cas aussi. Je trouve qu'il y a ces parents-là aujourd'hui qui sont trop sur l'enfant, mais il y a aussi une génération de parents qui n'ont pas pris le cap justement du gentle parenting et qui sont toujours dans l'ancienne génération, qui sont gentils avec leurs enfants, mais qui s'occupent pas trop en fait. Oui. Genre, c'est des parents occupés, en général, ils font un travail prenant, etc. Et qui, enfin, moi, je sais que ma mère avec mes sœurs, enfin, elle s'en fout. C'est pas qu'elle s'en fout, mais elle est moins présente parce qu'elle est de l'ancienne génération. Oui. Et donc, du coup, il y a aussi beaucoup d'enfants que je vois qui n'ont pas cette parole-là à la maison. Donc, il y a ou le cas de on se rend compte que maintenant il faut écouter l'enfant, donc du coup on est trop sur l'enfant. Oui. Et il y a aussi le cas de mon enfant est bien, et donc du coup on laisse un peu les choses se faire sans vraiment faire attention. Oui. On est plus gentil avec l'enfant, mais on l'écoute pas vraiment. Oui. Parce qu'il y a aussi se dire que comme je laisse mon enfant faire ce qu'il a envie de faire, ben, j'ai pas besoin de surveiller, enfin d'être là H24 sur lui, quoi. Oui. Et ça aussi c'est mauvais, je pense. Oui, exactement. Donc, dans les deux cas, bon, ce n'est pas ce qu'il faut. Le souci, c'est que chaque parent essaye de faire à sa façon, de ce que lui, il a appris de ses parents. Donc, il y a comme une transmission générationnelle. Ce que, par exemple, vos grands-parents ont transmis à vos parents, qui vous ont transmis, voilà, ceux qui peuvent vous transmettre. Et donc, il y a tout ce qui est, par exemple, anxiété, dépression, tristesse, mélancolie, tout ça, ça a été transmis de génération en génération. Donc aujourd'hui, par exemple, certains parents qui sont de l'ancienne génération, si on peut le dire comme ça, n'ont pas toujours les bonnes techniques ou par exemple les capacités d'écouter. Donc savoir écouter, vraiment, ce n'est pas facile. Savoir écouter, c'est vraiment avoir une écoute flottante, c'est-à-dire rester sur le même rythme, que ça reste stable en fait. Et lorsqu'on écoute aussi, il y a cette présence. Donc on regarde dans les yeux, on bouge de la tête, on montre que vraiment on est intéressé. Et c'est très important, ça libère la parole en fait. Il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Daniel Miseli. Il dit que le thérapeute est généralement le premier adulte qui écoute et qui ne juge pas. Ouais. Donc c'est exactement ça. Donc lorsque nous, on reçoit en clinique des adolescents, ils nous voient en tant qu'adultes. Donc il y a une projection qui se fait. C'est-à-dire qu'on peut représenter le parent qu'ils n'ont pas, ou qu'ils aimeraient avoir. Donc par la suite, puisqu'ils sont adolescents, donc ils ont moins de 18 ans, on est obligé de travailler avec les parents en parallèle. Donc on fait comme une guidance parentale. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que donc du coup tu ferais pas des cours aux parents d'écoute? Parce que comme tu dis, l'écoute, en fait, ça s'apprend d'écouter quelqu'un. Oui. Donc, est-ce que des fois, tu dis aux parents, voilà, je vais vous apprendre comment écouter votre enfant? Oui. Donc, je leur donne des techniques de savoir comment écouter, comment parler. Donc, on ne pose pas 1000 questions à l'adolescent parce que ça risque de l'étouffer. Il va pas se sentir à l'aise. Il va se sentir... surtout s'il n'est pas habitué à tout ça depuis qu'il est petit. On aide le parent, par exemple, à savoir comment donner envie à l'adolescent de venir vers lui. Et non seulement les parents, mais aussi les enseignants à l'école. Parce que ce sont aussi des figures qui peuvent représenter un exemple. C'est ça, parce que les enfants passent plus de temps limite avec leur professeur qu'avec leurs parents. S'ils voient le professeur toute la journée, le parent juste le soir, le professeur est au moins à moitié responsable de l'enfant. Exactement. Donc, certains adolescents à l'école, par exemple, peuvent développer des peurs
de l'anxiété, une comparaison. Par exemple, ils peuvent se sentir en compétition avec les autres adolescents de la classe parce qu'ils ont besoin aussi de performer. Donc, à part les réseaux sociaux, ils doivent sentir qu'ils sont à la hauteur et qu'il y a beaucoup d'attentes, en fait. Ouais, il y a beaucoup plus de pression. J'ai l'impression, cette génération-là, ils ont beaucoup plus de pression sur réussir. Je dois réussir, je dois gagner de l'argent, je dois prouver, parce que j'ai l'impression ils savent que le monde est très imprévisible. Oui. Ils en sont très conscients. Oui. Donc, ils se disent, voilà, c'est plus comme nous, où on était un peu dans un rêve. Enfin, moi, je me souviens, à mon adolescence, je n'avais pas peur de ne pas pouvoir gagner ma vie plus tard, quoi. J'avais pas encore eu cette peur. En tout cas, c'est bien plus tard que c'est arrivé. Exactement. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, en parlant à des adolescents, je vois que eux, ils sont très conscients que bientôt, ils vont devoir gagner de l'argent, ils vont devoir s'occuper de leur propre famille et tout. Et c'est beaucoup plus important, en tout cas, chez eux, j'ai l'impression. Bon, aussi parce qu'ils sont toujours exposés aux écrans, donc ça va très vite. C'est vrai. Beaucoup et plus. Donc, notre génération, par exemple, on n'était pas toujours devant les écrans, donc on était moins éveillés par rapport au monde du travail, oui, à tout ça. Voilà, exactement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment aider le jeune adulte ou l'adolescent qui n'arrive pas à s'exprimer à savoir le faire. Par moment, ils ne savent pas le faire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes techniques. Surtout l'adolescent, ils peuvent le faire de manière maladroite. Donc, ne pas savoir comment dire les mots, mettre des mots sur les émotions. Donc, j'ai mal, je suis triste, je me sens à l'écart. Ils ne savent pas le dire, en fait. Parce que peut-être qu'ils ont honte. Il y a aussi cette honte qui ressort, cette culpabilité de devoir toujours être à la hauteur et voir qu'en fait, peut-être, eux, ils sont dans l'échec. Voilà. Donc, on les aide en séance, donc on leur donne un espace. Donc, ce qu'on propose aux parents, c'est de leur donner, qu'ils font en sorte de donner un espace à leur enfant, donc l'adolescent, surtout à la maison. Il faut savoir comment aussi respecter l'espace de l'adolescent. Donc sa chambre, ne pas rentrer, ne pas forcer s'il a besoin de son intimité, lui donner envie de venir vers lui, donc le parent, ne pas toujours être derrière lui à lui dire viens, assieds-toi avec nous, pourquoi tu t'assois pas avec nous, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Là, l'adolescent va commencer à se sentir étouffé, rejeté, pas accepté dans ce qu'il est lui en train de vivre entre lui et lui. C'est difficile de ne pas dire ça à son enfant quand tu le vois tout le temps aussi sur son téléphone et qu'il n'est jamais avec toi. Quoi. Oui, et puisqu'il passe des heures sur le téléphone, donc ça serait intéressant aux parents, si lui aussi a un téléphone, d'envoyer un WhatsApp à l'adolescent. Viens, s'il te plaît, je t'attends au salon. Donc en général, ça marche quand ça passe par les messages WhatsApp. C'est ce que je remarque encore en séance. Parce que lorsque le parent vient dans la chambre de l'adolescent ou bien il le croise dans la maison, le parent va le faire de manière brusque parce que le parent aussi est frustré de voir son adolescent qui va un peu dans tous les sens, qui n'est pas concentré. Oui, qui n'est pas concentré dans la réalité. Ouais. C'est comme s'il vit un monde parallèle. Ouais. Parallèle, en ligne, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu proposerais aussi aux écoles d'avoir des cours de psychologie, d'intelligence émotionnelle, ce genre de choses? Est-ce que tu le vois déjà en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça existe? Ça peut exister, mais lorsqu'on fait des interventions, par exemple, dans les écoles. Bon, en général, si on fait une intervention, c'est une fois, une journée, 1 heure, 2 heures de temps. Mais je ne sais pas s'ils le prennent au sérieux, en fait. Et que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit un peu dans le monde entier, ils vont pas le prendre au sérieux quand ça se fait à l'école parce qu'ils vont le voir comme si, en fait, ils sont obligés de rester à l'école pour ce genre d'heures. Surtout les adolescents, lorsqu'ils sont en groupe ou sont avec leurs amis, ils vont pas intégrer, en fait, ce qu'on dit. Donc, mais après, si le cours ou le prof est intéressant, je trouve que ça marche toujours. Oui. Tu as toujours envie d'aller à un cours où tu sais que tu aimes bien la prof ou bien que le cours est toujours intéressant, surtout si ça parle de sentiments, d'émotions, de ta vie. C'est vrai. Et ce que je vois, c'est que ça doit se faire à l'amphithéâtre. Donc, pour que ce soit plus en mode théâtre, en mode savoir monter sur scène, savoir s'exprimer, mettre des émotions, le faire de cette manière-là. Et surtout, les adolescents aiment s'exprimer à travers, par exemple, les dessins, les jeux. Les métaphores, les blagues, rire,
En séance, je ris beaucoup avec les adolescents et on joue à des jeux de société. Ça libère la parole, en fait, ça le déstresse. Ouais. Et donc, on arrive à mettre une confiance, en fait. On met une confiance avec l'adolescent pour qu'il arrive, voilà, à plus se libérer, à se sentir à l'aise, comme s'il était chez lui, dans son monde à lui. Donc, nous, on invite les parents et les enseignants à rentrer dans le monde de l'adolescent et non à le faire sortir de son monde pour rentrer dans le monde de l'adulte. Ça, c'est impossible. Et le 3/4 des parents ne comprennent pas ça, en fait. Ouais. Parce que c'est difficile pour eux, forcément, de rentrer Oui. dans ce monde-là. Je voulais qu'on parle aussi, alors sur les réseaux, on voit beaucoup maintenant de posts sur la psychologie, de comptes Instagram qui parlent de psychologie et tout ça. Pas forcément avec des psychologues ou bien des experts, des médecins ou quoi. Est-ce que ça amène plus de liberté dans la parole sur la thérapie, ou est-ce que au contraire, ça amène de la confusion sur certains sujets et donc du coup, toi, ça te donne plus de travail? Parce qu'on va voir un quote bête sur la psychologie, sois la meilleure version de toi-même, non, non, enfin, tu vois, les trucs un peu bateaux comme ça. Et tu vas te dire, ah, mais voilà, je suis ce compte-là qui me donne des conseils, mais alors qu'en fait, c'est juste une personne derrière son téléphone qui n'a aucun savoir sur la psychologie qui va te donner des conseils. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu vois que ce qui se passe sur Insta, des fois, ça dessert plus que ça ne sert? Ça dépend. Ça dépend de comment la personne le voit de son côté. La personne qui lit le post, il peut par exemple intégrer ce qu'il a lu, même si ce n'est pas un psychologue qui l'a écrit ou un expert. Il va peut-être l'intégrer parce qu'il va essayer de se projeter pour voir si ça lui ressemble. Et si ça lui ressemble, bah, il va intégrer et il va faire avec. Après, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus curieuses. Donc, ces personnes-là vont aller chercher plus loin à savoir comment être la meilleure version de soi-même. Ou bien, tu vois, les trucs qu'on voit sur les relations et tout. Oui. Tu as toujours des conseils. Ah non, alors, et s'il t'a laissé tomber, c'est parce que les hommes sont comme ci, comme ça, etc. Un peu des trucs bateaux. Oui. Et je vais être peut-être encore plus triste si tu viens de vivre une rupture ou quoi. Donc, des fois, ça dessert, je trouve, un peu plus que ça Oui. dessert. Oui, ça dessert un peu plus. Bon, c'est vrai. Bon, en séance, ce que je vois, c'est chez les adolescents, mais aussi chez les adultes, c'est qu'ils viennent me dire on a lu tel post sur Instagram, ou bien on suit tel compte sur Instagram, et puis ils me montrent le compte. Et puis là, je peux voir en fait si c'est vraiment un psychologue ou pas. Après, bon, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de charlatans de nos jours qui peuvent voilà, se permettre d'écrire des posts et tout. Et donc, ce que je dis à la personne qui est en face de moi, donc qui a lu le post, c'est est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que tu arrives à intégrer cette phrase? Est-ce que tu arrives à te dire que ça te ressemble? Donc, ce que je fais en thérapie, c'est que j'essaye de faire en sorte que la personne soit connectée à elle-même et non connectée, par exemple, aux réseaux sociaux ou bien aux posts, voir ce qui est bien pour elle-même. Donc, oui, être la meilleure version de soi-même, mais comment? Et dans quel cas? Et après quel traumatisme? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas généraliser. C'est ça. Parce que toujours, la pression de toujours devoir être la meilleure version de toi-même tous les jours, enfin, c'est pas possible. Moi, il y a des jours, le matin, je me réveille, ça va pas. Enfin, Ouais. voilà, et puis ça n'ira pas toute la journée, et puis c'est pas grave. Exactement. Et ça va passer, mais on a l'impression qu'il faut toujours très vite passer à autre chose. A été arrivé quelque chose de grave, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être en colère. Non, il faut passer au-dessus. Voilà. Il faut pas se laisser guider par ses émotions. T'as beaucoup de stoïcisme C'est vrai. sur les réseaux. Non, il faut être indifférent aux émotions, alors que en fait, c'est le meilleur moyen de justement de ne pas vivre les émotions et qu'elles reviennent plus tard comme une boule de neige, quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça que la thérapie est un lieu où on peut voilà, aller chez un psy, c'est se sentir en fait en sécurité, sentir qu'on n'est pas jugé, sentir qu'on a le droit
d'être triste, sentir qu'on a le droit de prendre notre temps pour guérir en fait d'une rupture ou bien d'un trauma ou bien de ce qu'on a pu vivre par exemple aujourd'hui. Comme par exemple vous vous êtes réveillé, disons hier matin et ça n'allait pas, vous dire It's okay, j'essaye de faire de mon mieux aujourd'hui, I'm doing great. Et quand vous arrivez le soir, vous rentrez chez vous après le travail, vous dites bon, j'ai quand même réussi à faire ma journée et que bon, c'est passé et demain est un nouveau jour. Donc voilà, c'est le plus important de relativiser de cette manière-là sans pour autant se mettre la pression. Parce que ce que je remarque, c'est que tout le monde se met la pression pour être toujours à la hauteur et surtout les adolescents. Et donc les parents aussi ils mettent cette pression. Donc ça vient des parents, ça vient des enseignants, ça vient de l'entourage, des fois des amis. Donc c'est très important en tant que parent, en tant que thérapeute, en tant qu'ami, de savoir comment écouter. Et est-ce que ces personnes-là sont prêtes à écouter pour aider leur adolescent? Telle est la question en fait. Donc, ce qu'on peut faire collectivement, comme tu dis, c'est d'écouter dans un premier temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses que on pourrait faire pour libérer la parole chez les jeunes? Oui, alors donner envie, savoir comment donner envie à l'adolescent de venir vers soi pour qu'il puisse se sentir libre de s'exprimer. Donc lui donner envie, c'est ne pas mettre la pression, c'est lui donner son espace, c'est lui montrer qu'on est là, même si il ne veut pas venir nous parler. Donc lui montrer qu'il est en sécurité. Donc on ne le rejette pas. Il faut éviter de le critiquer. Donc tu fais, par exemple, lui dire tu fais toujours ci, tu fais toujours ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Donc en fait, c'est vrai, ça va le remettre en question, mais il va être bloqué. Donc ça serait intéressant de l'amener à, par exemple, se remettre en question, mais pas à travers une question, ou par exemple lui dire qu'est-ce que tu en penses si on ferait autre chose que ce que tu fais là, tout de suite. Voilà, Pas être dans le négatif, mais plutôt ouvrir à une autre voilà, possibilité. exactement. Donc il faut encourager le renforcement positif et pas le renforcement négatif. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres formes de thérapie que tu conseilles, comme la thérapie de groupe ou la thérapie en ligne, ce genre de choses? Oui, donc je fais des thérapies de couple et je fais des thérapies en ligne. Donc, bon, en ligne, c'est parce que bon, les patients ne sont pas dans le même pays que moi, ou bien ils voyagent. Ça marche à travers les écrans, mais plus avec les adultes. Donc, Ok. c'est pas que je refuse, c'est que je trouve que ce n'est pas très nécessaire de faire des thérapies avec des adolescents. À part si vraiment l'adolescent est concentré et veut vraiment faire un travail sur lui-même. Mais ce n'est pas toujours le cas en fait. Parce que lorsqu'ils sont à travers les écrans, ils vont pas être concentrés. Surtout si ça ne vient pas d'eux-mêmes, qu'ils sont obligés de le faire ou ils sont forcés de le faire à travers leurs parents ou l'école. Bon, en général, lorsqu'ils viennent en séance chez moi et qu'ils sont envoyés par l'école, à un moment, ils cliquent avec moi. Donc, on clique ensemble et là, ils veulent rester. Ok. Et ils aiment bien, ils ont envie de revenir. Et parce qu'avec les adolescents et les enfants, on s'amuse en séance. Donc, on rigole, on joue des jeux. Donc, ça leur permet de se sentir à l'aise et en sécurité. Est-ce qu'il y a des événements qui existent aujourd'hui pour parler de thérapie, je sais pas, des événements qui rassembleraient des jeunes? Ça serait intéressant de le faire. Donc, sûrement, ça existe ici à Abidjan, mais bon, je suis pas un peu dans ça. Donc, ça serait intéressant peut-être aussi si Peut-être qu'on organiserait ça, voilà, pourquoi pas. exactement. Voilà, Ouais. exactement. Bon, on arrive à la fin. Donc, je vais te demander, est-ce qu'il y a une habitude de pleine conscience que tu aimerais partager avec nous? C'est ce que je demande à chaque fois à nos invités. C'est-à-dire, Comme la méditation, la prière, avoir un journal, oui. ce genre de choses. Alors, en général, ce que je propose, c'est le journaling. Donc, c'est le journal. Ça permet, en fait, de libérer des émotions qu'on n'arrive pas à libérer à travers la parole. Donc, il y a le journal, comme vous dites. Il y a la méditation aussi, mais il faut savoir comment faire la méditation. En général, la méditation peut ennuyer la personne. La personne n'a pas à accrocher avec la méditation parce qu'elle a besoin d'une aide dans l'immédiat. Donc, D'accord. le journaling, ça aide. OK. La prière aussi. Ça dépend si la personne
est croyante ou pas. Mais en général, ce que je remarque surtout ici en Côte d'Ivoire, c'est que je reçois beaucoup de personnes croyantes. Donc on me parle de Dieu en séance. Et durant mes études, on a un chapitre sur la religion. Ah, c'est Donc sympa. voilà, on intègre par moment la religion, Dieu. C'est une forme de thérapie aussi. C'est vrai que ça aide énormément Voilà. quand quand tu as une forme en tout cas de spiritualité, bah ça te donne confiance au Oui. lendemain en fait. Oui. Tu te dis que dans tous les cas, Dieu est là pour moi. Oui. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être chez les jeunes à un moment. Oui. Donc, ce que je fais chez les jeunes, c'est que si ils sont pas dans la prière et ils sont pas dans tout ça, je remplace la prière par les pensées positives. Et je leur demande que tous les soirs et tous les matins, ils doivent se dire 3 pensées positives. Donc, c'est comme de la reconnaissance. Donc, c'est comme de la prière en fait. Donc, 3 pensées positives. Merci, merci à la vie pour cette journée. Merci parce que je suis en bonne santé. Et merci parce que j'essaye d'être bien tous les jours et de me sentir à l'aise autant que je peux. Et même si je ne suis pas à l'aise, je fais en sorte de toujours faire des efforts pour aller de l'avant. Donc voilà, la pensée positive, c'est très important. Ça s'appelle manifestations en anglais. Ouais. Donc c'est savoir comment manifester la pensée positive pour pouvoir avancer d'étape en étape. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur Instagram ou où est-ce que tu pratiques? Alors, je pratique au centre à ciel ouvert. C'est un centre qui se trouve à Cocody, qui est géré par Madame Iman Omaïs et Madame Iman Gandour. Donc, c'est un centre qui est super apaisant, très harmonieux, parce qu'on retrouve comme un grand jardin entouré de petites cabanes. Et ces cabanes sont les cabinets des thérapeutes, en fait. Ah d'accord. Donc, C'est sympa, j'aimerais bien voir. voilà. Ouais. Donc, je vous invite à venir Je viendrai passer la journée ou avec venir en consulter. séance. Voilà. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire peut-être à la caméra ou aux auditeurs? Alors, ce serait intéressant pour les parents, les enseignants, les amis, en tout cas l'adulte qui est toujours en contact avec l'adolescent, de lui donner envie de venir vers lui-même et de l'écouter sans juger, sans critiquer et observer en fait qu'est-ce qu'il peut ressentir et comment il arrive à se gérer un peu tous les jours. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter et de liker. À la prochaine. Bye bye.